Voilà, mesdames, messieurs, les Ukrainiens viennent d'entrer sur le plateau. C'est ainsi que nous baptisons l'équipe qui vient parler de la guerre en Ukraine. Ludmila Totieva est avec nous. Bonsoir. Vous êtes ukrainienne à Paris et consultante en politique publique. Merci d'être avec nous. Vous arrivez à travailler parce que vous êtes tellement investi dans la cause ukrainienne et dans la guerre. Vous travaillez dans la journée quand même Oui, quand même, oui. C'est pour ça que je suis le soir. Merci en tout cas d'être parmi nous. Juste à côté de vous, il y a Didier François. Bonsoir Didier. Bonsoir. Grand reporter, spécialiste des questions de défense. Juste à côté de vous, il y a Serge Girnov, ancien agent du KGB, qui publie L'Engrenage. Que veut Poutine aux éditions Albin Michel? Et on montrera ce soir, d'ailleurs, on le montre, votre ouvrage. En face de vous, il y a toujours Renaud Pila, éditorialiste à LCI. Nous sommes rejoints par Pierre Laurin. Bonsoir. Journaliste, écrivain, spécialiste de la Russie. Vous avez publié L'Ukraine, une histoire entre deux destins aux éditions Bartilla. Nous voyons votre ouvrage s'afficher, on le remontrera ce soir. Et juste à côté de vous, Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Guillaume, je ne sais pas si vous êtes un garçon anxieux. Moi, je suis d'un naturel assez anxieux. Ce petit film que nous venons de voir, qui montre et qui présente aux New-Yorkais, un peu, vous savez, comme les consignes qu'on montre quand on monte dans un avion, vous savez. Là, on leur donne les consignes. Si jamais il y a une attaque nucléaire, ben voilà ce qu'il faut faire, les amis. Pour ne rien vous cacher, moi, ces consignes dans les avions, je ne les écoute plus. Parce que je sais que statistiquement, le risque qu'on tombe dans la mer ou que l'avion explose en vol est assez limité. Je trouvais que c'était tellement décalé. J'aimerais bien savoir qui a donné l'instruction de diffuser ces informations-là et ce message-là. Mais il me semble que ça doit être perçu de la même façon. C'est-à-dire que oui, il faut les avoir entendus une fois parce qu'on ne sait jamais. Et après, on peut continuer à lire son livre ou le programme des choses qu'on peut acheter dans l'avion quand on a envie de se restaurer, des confiseries ou autre. Sergueï Girnov. Est-ce que voilà, finalement, la mairie de New York a raison de prévenir, de montrer les gestes à adopter en cas d'attaque? Est-ce qu'il faut vraiment s'y préparer? Est-ce que nous, on s'y prépare pas assez? Vous savez, j'ai l'impression de retourner à l'école. Parce que moi, j'ai vu ça de 7 ans à 18 ans. On nous montrait ça, en fait, dans les années 50, dans les années 60 et 70, même 80, en Union soviétique et aux États-Unis. On montrait ça aux écoliers. Et donc là, après, on a oublié ça. Attendez, on montrait aux écoliers, quand vous étiez petit, en Union soviétique, des tutoriels, comme on dit maintenant, des tutos pour se protéger en cas d'attaque nucléaire. C'est ça. C'est ça. C'était des vidéos ou c'était Non, c'était des films, c'était des cinémas. Donc on nous mettait dans une salle de cinéma et on nous montrait d'abord le champignon nucléaire. Donc tout ce que ça faisait sur la nature, tous les dégâts ça provoquait. Et puis après on nous expliquait comment faire. Et puis après on pratiquait parce qu'on avait les leçons. Donc on mettait les masques à gaz. On pratiquait tout ça. Voilà, donc j'ai l'impression de retourner à l'école. Vos parents aussi, aux États-Unis, il y a des tarés. Ils ont fait tout ça. Aux États-Unis, vous dites? Il y a des tarés, parce qu'il y a des gens qui se construisent, même quand il n'y en avait rien, il y a des gens qui se construisent les abris antinucléaires, voilà, pour se protéger, qui s'enterraient, qui prévoyaient tout, qui stockaient. Et en Suisse, chaque maison a un abri ça fait nucléaire. monter les prix en Nouvelle-Zélande. Tous les grands riches, ils sont allés s'acheter des baraques pour faire des abris anti-atomiques en Nouvelle-Zélande, parce qu'il paraît que c'est loin, etc. Parce que par ailleurs... Attendez. Vous êtes en train de me dire que les grands riches du monde qui sont pas néo-zélandais, je crois les Américains, les Européens, parce qu'ils ont fait des calculs. Comme la Nouvelle-Zélande est tout en bas du globe, loin de tout. Ça tirera jamais par là-bas, c'est là-bas qu'on va lâcher nos baraques. Mais alors, parce que par ailleurs, là, honnêtement, franchement, enfin, moi je veux bien, mais dire s'il y a une frappe atomique sur New York, faut se cacher sous le lit. Bon, d'accord, ok, mais je suis pas absolument certain que ça soit ultra efficace. Pas forcément à grand chose. Attendez, Ludmila, vous avez dit que vos parents aussi, à vous. Oui, mes parents, moi, ils m'ont raconté comment ils étaient justement préparés à l'école à une potentielle attaque nucléaire. Voilà, il fallait aussi suivre des tutos et des choses comme ça. D'ailleurs, juste une petite remarque, il y a une vidéo qui était faite par les Russes, par une bande russe, qui parle de si il y a une attaque nucléaire, qu'est-ce que ça va devenir? Et c'est une personne qui est contre-guerre, en fait, et eux, ils ont fait une mise en scène comme si tout le monde faisait leurs choses, et là, ils entendent des choses arriver, et après, les gens, ils disparaissent, il n'y a que les ombres nucléaires qui restent derrière. Ça, c'est assez très fort. C'est intéressant de voir que ça apparaît aussi dans l'espace, de la Russie, ce récit-là, avec des choses effectivement cette vidéo, elle est aussi regardée chez les Russes, vous dites? Je dirais que oui, parce que... Clandestinement?
Ouais, peut-être, mais parce que c'est des gens qui ne soutiennent pas la guerre. On tombe un peu dans la psychose des années 50, quand même. Oui, c'est ça. Ces vidéos sur la guerre froide, Spoutnik, c'est d'ailleurs le début de la science-fiction, avec souvent les envahisseurs qui venaient, qui remplaçaient un petit peu le communisme, etc. Enfin, là, quand même, honnêtement, parce que c'est pas très sérieux. Mais alors est-ce que c'est vraiment de la science-fiction? Pierre Laurin, spécialiste de la Russie. Alors on rappelle quand même le contexte. Si la mairie de New York décide de diffuser ce spot, c'est parce qu'il y a eu des menaces de la part des Russes. Alors, on a toujours dit qu'on ne savait pas s'il fallait les prendre au sérieux ou pas, mais voilà, est-ce qu'il faut y croire? D'une part, c'est une habitude assez américaine de tourner autour de la guerre nucléaire. Effectivement, il y avait beaucoup de films dans les années 50, des spots télé, des jingles, des petites chansons pour les enfants où on leur disait qu'il fallait s'abaisser et se glisser sous les tables, des choses comme cela, c'était très courant. Ensuite, en Union soviétique, il y avait non seulement, bien entendu, ce genre de mise en garde sur la guerre nucléaire, mais il y avait également, tout au cours de la scolarité, ce qu'on appelait le GTO, Gatov k trudu i obrony, c'est-à-dire prêt pour le travail et la défense. Et c'était réellement, même à l'école primaire, des exercices de défense, lancer de grenades, utilisation des armes de poing, etc. Donc on était dans une logique de guerre froide. Et là, on revient à la logique de guerre froide. Ça n'a rien à voir avec les menaces, parce qu'il n'y a pas en réalité des menaces, il y a des mises en garde. Attention, n'allez pas trop loin, parce que si on dérape, ça va être la Troisième Guerre mondiale, et on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est ça, et de toute façon, du côté américain, c'est exactement la même chose. Juste une chose, j'entends ce que vous dites, et je m'attendais à ce que plusieurs intervenants disent cela. Vous avez raison, globalement, je ne vais pas vous dire, sauf que, à la différence des années 50, nous avons un Poutine qui est moins encadré par le PCUS. Il n'y a pas cette technostructure remarquable qui faisait qu'à l'époque, le patron de l'Union soviétique, si jamais il faisait un pas de côté, il était tout de suite ramené à la raison, voire il y a eu plein de coups d'État finalement. L'Union soviétique des années 50, 60, 70, 80, c'est une succession de coups d'État organisés de façon douce. Bon, et de la même façon, on est aux États-Unis dans une réalité moderne plus éruptive. Je ne sais pas, il y a les réseaux sociaux, on voit très bien, il y a des présidents, des entourages des chefs d'État qui disent des choses, on insulte Poutine en le traitant de boucher, etc. Peut-être Trump réélu. Peut-être Trump. Donc on est quand même dans une réalité plus éruptive. Oui, mais enfin, moi, je vous vois tous sourire en disant on a connu ça dans les années 50, c'est pas grave. Oui, c'est un peu différent quand même. Oui, mais le plus dangereux, c'est pas sur l'Ukraine. Le plus dangereux aujourd'hui, c'est la question du JCPOA avec l'Iran. Le fait que l'Iran, le 6 juin dernier, ont arrêté les 26 caméras qui permettaient de surveiller les cascades de fabrication, d'enrichissement de l'uranium à 60%, plus 90%, qui étaient contrôlés par l'AIEA jusqu'à présent, et qui fait que, grosso modo, aujourd'hui, d'un point de vue capacité de masse, ils sont à quelques semaines de la possibilité de production d'une arme nucléaire, du matériel de fission nucléaire, et à quelques semaines, mois, s'ils décidaient de faire la chose. Or, on voit bien, par exemple, le 19, donc la semaine prochaine, Vladimir Poutine va aller discuter avec les Iraniens sur cette question-là. Et moi, je pense que la question iranienne, où là, c'est pas maîtrisé, avec en plus des Israéliens très nerveux, est bien plus dangereuse sur cette question-là que ne l'est l'Ukraine, honnêtement. Plus une menace. Sergueï ? En revanche, Eric, je ne suis pas d'accord avec vous, parce qu'en fait, peut-être on s'est mal compris. C'est pas parce qu'on a rigolé des années 50. En fait, ce que moi je voulais dire, c'est qu'on est passé vers les années 80, surtout 90, on a compris que le nucléaire ne sera jamais employé. Et d'ailleurs, ce sont les Américains qui ont proposé, sous le Bush père, qui ont proposé de limiter les stocks qui étaient énormes des deux côtés. Et puis maintenant, on revient justement aux années 50, parce que dans les années 50, la différence par rapport à 90, c'est qu'on envisageait réellement l'emploi de ces armes. On envisageait réellement la Troisième Guerre mondiale. Ça veut dire on était sérieux. Ça veut dire maintenant, on peut rigoler de ça comme ça si on était un peu à l'autre époque. Mais effectivement, vous avez raison, avec Poutine,
tout revient et c'est pas de la rigolade. D'autant plus, et je vous donne la parole juste derrière Ludmila, qu'il y a des agissements aussi concrets. On en parlait il y a quelques semaines quand Moscou dit qu'il va fournir dans les prochains mois au Bélarus des missiles capables de transporter des charges nucléaires. Par exemple, ça c'est pas de nature à rassurer. Non, mais juste pour dire, en fait, si Poutine, par exemple, si on parle dans le cas de la Russie qui va déclencher une attaque nucléaire, dans ce cas-là, il faut qu'il soit complètement irrationnel. Parce que déjà, ça veut dire une troisième guerre mondiale et une riposte de la part des États-Unis. Alors, on sait où ça va. Enfin, et après, quand on regarde est-ce qu'il est tellement irrationnel, au final, on se rend compte que non. Parce que ce qui s'est passé avec Kiev et Kharkiv, il a quand même su retirer les troupes. Ils ont quand même dit, voilà, on va retirer des troupes parce qu'on n'y arrive pas pour prendre le Nord. Et quelle était la réaction quand la Suède et la Finlande, ils ont adhéré à l'OTAN? Au final, tout le monde avait peur. Quelle sera la riposte de la part de la Russie? Et de la part de la Russie, il n'y avait pas une grande, une conséquence que tout le monde espérait. Alors, moi, je dirais que oui, il ne faut pas non plus être complètement négligent, mais ce n'est pas le risque. Oui, sur ce point précis, je voudrais vous entendre. Je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Effectivement, on n'est pas à l'aube de la Troisième Guerre mondiale. Je voudrais vous reprendre un tout petit peu, parce qu'entre 1953 et 1982, il y a eu 2 dirigeants en Union soviétique, Khrouchtchev et Brejnev. Et en 1962, on était à 2 doigts de la guerre nucléaire à cause des missiles de Cuba. Et en 1983, on était à 2 doigts de la guerre nucléaire à cause de ce que les soviétiques imaginaient être une attaque préemptive des États-Unis. C'était ce qu'ils avaient appelé, à la suite de manœuvres, le plan Ryan. Et les manœuvres en question, c'était Marble Arch, qui impliquait tous les pays de l'OTAN, et les soviétiques pensaient que c'était le prélude à l'attaque. Et ils étaient prêts. Ils auraient pu appuyer sur le bouton à ce moment-là. Heureusement, ça ne s'est pas fait. Donc, 2 dirigeants, 2 risques réels de guerre nucléaire. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le risque réel de guerre nucléaire. Non, moi, je suis totalement d'accord avec l'Iran. Voilà. Et moi, je pense que le plus gros risque de dérapage chez l'Iran, c'est pas une guerre nucléaire, mais un risque de dérapage chez l'Iran. Et par ailleurs, je suis totalement d'accord avec Pierre Lerin. Je pense que là, sur cette affaire-là, d'abord, les Russes ne sont pas totalement irresponsables et irrationnels. Ils voient les rapports de force et ils savent parfaitement les lire. Ils savent aussi très bien les utiliser. En revanche, ce qu'il y a d'embêtant, et là, je suis d'accord, c'est qu'on est en train de voir se remettre en place des réflexes de guerre froide. Et que donc, oui, on voit de plus en plus une rupture de plus en plus nette, de plus en plus sur tous les terrains, l'économie, la culture, et maintenant ce genre de choses, parce que très franchement, encore une fois, c'est ridicule en termes de réponse à une frappe nucléaire. De réarmement partout. Voilà. On a eu une grande période de désarmement, de traités, on réarme partout. Rappelons-le, parce que, pour la première fois, en Europe, les frontières d'un État reconnu ont été envahies. Alors, puisque vous parliez de l'Iran, Didier, l'Iran qui devrait livrer des centaines de drones à la Russie, c'est en tout cas ce qu'annonce la Maison-Blanche. On écoute. Nos informations indiquent que le gouvernement iranien se prépare à fournir à la Russie jusqu'à plusieurs centaines de drones, dont des appareils de combat, dans un délai très court. Ces informations indiquent aussi que l'Iran se prépare à former les forces russes à l'utilisation de ces drones, et les premières séances de formation débuteront début juillet. Voilà, des centaines de drones dans un délai visiblement très court, c'est ce que croit croire donc la Maison-Blanche, avec des séances de formation là dans les tout prochains jours. Téhéran le dit, non, vous êtes à côté de la plaque. Tout ça, c'était prévu depuis avant, en fait, la guerre. Voilà ce que dit précisément le ministère des Affaires étrangères iranien. La coopération technologique date d'avant les événements en Ukraine et il n'y a eu aucun développement particulier dans ce domaine récemment. Non, mais ça n'a rien d'impossible. Sur le calendrier, ce qu'il y a quand même de très intéressant, c'est de voir. Mais c'est ce qu'on explique maintenant depuis quelques jours, c'est de voir à quel point la Russie,
qui quand même n'est pas totalement à l'aise sur le terrain militaire aujourd'hui et qui est en train de réorganiser son dispositif, a investi en revanche de manière assez importante et assez efficace le terrain et de l'économie et de la diplomatie. Et que sur l'économie, on l'a vu avec la question des sanctions, où finalement on se retrouve tous très embêtés avec cette affaire de gaz à laquelle on ne sait pas répondre. Et on voit là, non seulement parce qu'à la réunion du 19, là, il va y avoir des discussions avec l'Iran, qui est quand même... Vladimir Poutine, je le rappelle, va à Téhéran avec Recep Tayyip Erdogan. Et voilà, il y a aussi les Turcs. Donc vous voyez bien qu'il est en train de travailler tout son flanc sud, avec une capacité de chercher des contre-alliances. Et Erdogan, on l'a vu depuis le départ, enfin, il n'est pas blanc-bleu dans son rapport avec les Occidentaux. Mais ça, c'est intéressant. Enfin, voilà, Poutine, d'ailleurs, on parlera tout à l'heure du rationnel de Poutine. D'ailleurs, je vous poserai à vous, puisque vous êtes nouveau dans cette émission, Pierre Laurin, je vous poserai la question du rationnel de Poutine, parce que Poutine, il est fou, il est malade, il a 52 cancers, etc. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a derrière cet homme, vous avez travaillé sur lui, vous avez écrit sur ce sujet, on vous poserait la question. Mais d'abord, quand même un truc qui me fascine, c'est qu'on voit un État comme la Turquie fournir des armes high-tech, des drones assez efficaces d'ailleurs à l'armée ukrainienne. Et on voit, alors moi j'ignorais que vraiment on voit un pays ultra technologique, l'Iran, fournir à l'immense armée soviétique dont on disait qu'elle était la deuxième du monde, enfin qu'elle est super puissante, des armes technologiques qui vont changer la face de la guerre. Donc c'est assez époustouflant de découvrir que finalement on a des acteurs, la Turquie et l'Iran, qui sont devenus des acteurs technologiques et qui fournissent en armes technologiques et modernes, pas des mortiers, hein, des drones, ces armées. Et c'est pas la première fois. Hein. Déjà, les Turcs ont fourni les drones il y a 2 ans pendant la guerre à Azerbaïdjan, dans la guerre contre l'Arménie, qui était très efficace, qui ont détruit tous les chars des Arméniens, en plus avec les chars russes par ailleurs. Les chars russes et les Pantsir, les défenses antiaériennes. Absolument. Donc, et l'Iran, c'est aussi un pays extraordinaire parce que ça montre que Poutine, quand il se présente en superpuissance, et tout le monde tremble devant cette superpuissance, Erdogan ne tremble absolument pas devant Poutine. Ouais. Erdogan lui dézingue ses avions lorsqu'il pénètre dans son territoire. Poutine, d'ailleurs, l'estime beaucoup. Pierre Laurin, est-ce que on voit, puisque Poutine va se déplacer dans quelques jours à Téhéran, Poutine va aller en Iran, est-ce que il faut lire derrière cette amitié qui semble être désormais scellée entre l'Iran et Poutine et la Russie de Poutine, est-ce qu'il faut voir un pacte secret qui pourrait se dessiner? Tu m'aides à bâtir un arsenal nucléaire militaire, Poutine, et en contrepartie, je te donne des armes technologiques qui peuvent t'aider dans ta guerre contre l'Ukraine. D'une part, un point sur les drones, parce que là, on assiste en fait à des systèmes de niche. Étant donné qu'il est très difficile de couvrir tout le champ possible de l'utilisation des drones, chaque pays essaye de se spécialiser et devient très bon dans un secteur très limité. Ce qui fait que les autres pays n'ont pas besoin d'engager des recherches là-dessus, il leur suffit d'acheter. Pour revenir aux relations entre Poutine et Raïssi, le président iranien, ça remonte à très très loin en fait. Parce qu'au moment de la guerre entre l'Iran et l'Irak, l'Iran était équipé de matériel américain. Or, les Américains soutenaient l'Irak. Donc, ils ne donnaient pas de matériel, ni de munitions. Et donc, logiquement, les Iraniens se sont tournés vers les Russes parce que l'ennemi de mon ami et mon ami. Enfin, les Russes, ils donnaient aux deux, hein, parce que côté irakien, je me rappelle les instructeurs russes, les canons russes sur les fronts. Aujourd'hui est équipé essentiellement de matériel russe. Est-ce que les Russes, depuis quelques années, aident en sous-main les Iraniens pour leur course à l'armement nucléaire? On ne peut pas dire cela. Bah, si. Sergueï dit oui. On ne peut pas dire cela. Si, ils ont... Parce qu'ils ont été les plus efficaces des négociateurs lors de l'accord qui a été signé des 6. C'était les Russes qui l'ont réellement poussé. En fait,
ce qu'ils ont fait, les Russes, c'est qu'ils ont effectivement, à partir du moment où l'accord a été signé avec les Américains, c'est eux qui ont récupéré le stock. L'accord de quoi? L'accord de non. Alors, il y avait un accord qui avait été signé. Faites court, faites simple. On va faire très très vite. Il y avait un accord qui avait été signé pour que l'Iran n'accepte pas l'arme nucléaire en 2015, qui a été rompu par Donald Trump de manière unilatérale en 2018. Et c'est là que tout est parti en sucette, évidemment, puisque les Iraniens ont dit c'est comme ça, on recommence à enrichir de l'uranium pour créer. Et les Russes avaient, après que l'accord eût été signé, ils avaient récupéré le stock d'uranium enrichi qu'ils avaient mis chez eux pour que les Iraniens ne puissent pas les utiliser, justement. Et ils leur avaient donné en revanche ils les avaient chez eux au cas où, comme ça ils peuvent les rendre. Et ils leur ont donné une centrale nucléaire en échange pour pouvoir faire de l'électricité. Enfin, donc on voit bien qu'il y a toujours une relation compliquée entre la Russie et l'Iran. Donc vous dites les Russes n'aident pas les Iraniens à ce stade, ils procurer de l'arme atomique. Non. Moi je ne pense pas que les Russes aient aidé les Iraniens à se procurer l'arme atomique. Les Coréens l'ont fait, les Pakistanais l'ont fait. Les Coréens et Pakistanais ont bénéficié de l'aide russe. Non, ont aidé les Iraniens. l'Iran. Ont aidé les Iraniens, d'accord. Okay. Pas tout à fait le même point de vue. Disons, en fait, avec les Russes, il ne faut pas oublier que c'est un État qui est issu du KGB. Et donc, en fait, il faut toujours séparer ce qu'ils déclarent de faire et ce qu'ils font en sous-main. Parce que les Russes, par exemple, et là, c'est une histoire passionnante de relation avec l'Iran, parce que les Russes ont eu déjà la relation militaire avec l'Iran lors de la guerre en Syrie. Ils ont utilisé les aérodromes iraniens pour faire partie, les bombardiers stratégiques, les Tupolev et les Sukhoi, bombarder les Syriens. Et ils ont obtenu, d'ailleurs en Syrie, 3 bases militaires stratégiques. Donc c'est depuis très très longtemps que les Russes jouent ça en sous-main. Oui, une simple précision. Ils ont utilisé effectivement l'espace aérien iranien pour que les bombardiers et les missiles puissent atteindre les positions des islamistes en Syrie. Voilà, les deux ayant pour objectif de maintenir Bachar au pouvoir. Exactement. Je pense que les États-Unis font ce qu'on appelle au bowling un strike avec cette annonce, parce qu'ils désignent 2 ennemis d'un coup. D'abord la Russie, on sait bien à quel point c'est important politiquement, stratégiquement pour Joe Biden de remontrer la Russie en ennemi à la fois de l'Europe et de l'Occident. Et là, en plus, cet ennemi numéro 1 est aidé par l'Iran. Et je crois que c'est Didier qui rappelait il y a quelques minutes qu'on soupçonne l'Iran d'avoir fait repartir son programme nucléaire, ce qui inquiète au plus haut point l'allié historique des États-Unis dans la région, c'est-à-dire Israël. Et donc là, on a en quelque sorte 2 méchants d'un seul coup, ce qui, pour les États-Unis, est probablement quelque chose de très positif. Et on va rester dans le camp des pro-Poutine. On va aller du côté de la Biélorussie, où Loukachenko... C'est l'international des méchants, là. Parce que c'est marrant, parce que ce Poutine qui était un peu isolé, souvenez-vous, on disait jamais la Chine ne soutiendra Poutine. Finalement, il est en train de reconstituer une espèce d'international pro-russe, poutiniste. Et c'est les méchants, hein. Quand je dis c'est les méchants, pardon pour cette formule enfantine, mais bon, c'est Loukachenko et la Biélorussie, c'est des États un peu voyous. En pas tout des cas, grandes démocraties des libérales. États contre lesquels il y a un embargo, on va dire. L'Iran, la Corée du Nord, que des sympas, quoi. 2 blocs qui se dessinent un petit peu. Loukachenko qui a donc tenu une conférence de presse, il a parlé d'une discussion qu'il aurait eue la veille avec Vladimir Poutine. Ils se sont eus au téléphone, visiblement. Et il aurait prévenu, c'est ce qu'il dit, il a prévenu Vladimir Poutine d'une attaque que seraient en train de préparer les Occidentaux contre la Russie. Regardez. Современные фашисты стран НАТО никуда не делись, они не умерли. И они планируют нанесение удара через Украину и Беларусь. Voilà, une attaque donc que seraient en train de préparer les Occidentaux contre la Russie. Vous soupirez, Sergueï. Non, mais ça fait carambouille du KGB, ça. Absolument, parce que là, en revanche, Loukachenko, c'est un malin. Ça fait 26 ans qu'il est au pouvoir. C'est le plus vieux dictateur de l'Europe. Il est plus vieux que Poutine au pouvoir. Et il dépend de la Russie entièrement, enfin pour beaucoup, surtout pour les matières premières. Et donc, il joue depuis 22 ans avec Poutine un jeu « je t'aime, moi non plus ». Et au début, il jouait d'ailleurs le jeu avec l'Europe et Poutine.
Puis après, l'Europe, à un moment donné, a décroché. Et donc, surtout depuis qu'il y a des sanctions européennes contre lui. C'est ça, absolument, absolument. Et depuis qu'il a tué les manifestants chez lui. Le truc, c'est que sa position est très, très compliquée. Parce que s'il s'engage dans la guerre, il risque de tout perdre à l'intérieur de son pays. Parce que vous savez, s'il va commencer la guerre, il faut armer le peuple. Et s'il arme le peuple peut utiliser les armes contre lui. C'est d'ailleurs la réponse pourquoi Poutine n'utilise jusqu'à maintenant pas la mobilisation générale en Russie. Il a peur que les armes se retournent contre lui. Oui. Et Loukachenko, il a une toute petite armée, 30 000 hommes. 30 000. C'est petit. 30 000, vous savez, c'est un tiers de ce que les Russes ont actuellement au Donbass. Et le risque d'engagement donc des Bélarusses dans le conflit en Ukraine est très très faible finalement. Très faible, surtout les Biélorusses, les militaires biélorusses ne veulent pas y aller. Ne veulent pas y aller. Et là, lui, il a peur de perdre son armée et donc le seul soutien qui lui reste. Mais là, le but quand même de raconter une histoire pareille, de dire voilà, les Occidentaux sont en train de préparer une attaque contre vous, les Russes. Effectivement, enfin, il n'a pas joué notre jeu depuis. Il a donné son territoire pour que Poutine utilise le territoire biélorusse pour faire l'invasion de l'Ukraine. Poutine utilise ce territoire biélorusse pour bombarder l'Ukraine. Pour nous, pour les Ukrainiens, la Bélarus, le pays, il est un allié de Poutine. Alors, c'est un camp d'ennemis. Et ça, c'est très clair. Après, quand on parle du peuple biélorusse, c'est vrai que suite à ce qui s'est passé avec les protestations qui étaient écrasées et plusieurs personnes, d'ailleurs même mon ami que j'ai pas pu retrouver, est-ce qu'il est en vie, parce que c'était des personnes justement qui manifestaient contre suite à des élections présidentielles qui semblaient être truquées. Contre Loukachenko. Contre Loukachenko. Voilà, ces personnes-là, il y en a plusieurs qui soutiennent pas et ils n'achètent pas à 100% la propagande russe. Et là, quand il dit c'est des fascistes de l'OTAN, alors c'est comme ça que le monde entier, est dénominé par les gens qui soutiennent Poutine. Effectivement, il a peur qu'il va perdre son pouvoir et son régime, ça va écrouler. Et d'ailleurs, l'armée russe qui stationne aussi sur les territoires biélorusses, elle fait pas la confiance à l'armée biélorusse régulière parce qu'ils pensent qu'ils vont, dès qu'ils traversent le territoire ukrainien, enfin ils passent aux frontières ukrainiennes, ils vont juste rendre des armes et s'allier avec des Ukrainiens. Il y a pas mal de ce type de méfiance des Russes envers les Biélorusses, ce qui montre encore une fois que les Russes, ils se voient comme vraiment un seul peuple qui est contre tout, et même leur allié, disons, Biélorusses. Ils ne sont pas perçus autant, ils n'ont pas de confiance. Dans ce monde qu'on dit multilatéral depuis bien longtemps, et en particulier depuis la chute du mur de Berlin, on est quand même un peu étonné de voir une espèce de bilatéralisme émerger à nouveau, parce que là, on a une internationale des États voyous. Alors, je force un peu le trait, je vous prie de m'en excuser, mais voilà, avec des pays qui ne sont pas exemplaires, on va dire, qui soutiennent Poutine désormais, chaque jour un peu plus clairement. Et puis, face à cela, le camp du bien, et je le dis avec une certaine ironie et des guillemets aussi, l'Occident, le Canada, les États-Unis, le Japon et l'Europe. Voilà, il y a une rebipolarisation du monde. Oui, non, enfin, c'est en train de. Il y a un affrontement. Ce qui est nouveau, c'est qu'elle n'est plus sur des critères idéologiques. En fait, c'est plutôt l'Occident d'un côté. Et tous les autres de l'autre côté. Vous savez que la Russie fait partie d'une alliance qu'on appelle celle des BRICS, dans laquelle il y a aussi le Brésil, il y a l'Inde, l'Afrique du Sud. Il y a la Chine, certes, mais il y a aussi l'Afrique du Sud. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut se remémorer, parce que nous avons le sentiment, à juste titre, que dans cette guerre, il y a un bon et un mauvais. Mais il y a beaucoup de gens de par le monde et beaucoup d'États qui considèrent que c'est l'Occident qui, de façon arbitraire, entre guillemets, décide de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et que quand M. Bush décide d'aller en Irak, d'envahir l'Irak, en inventant des armes de destruction massive qui n'existent pas et qui fait 200 000 morts, eh bien là, pour le coup, apparemment, ça ne gêne personne. Et donc, ces pays, ils peuvent avoir, pas seulement par cynisme, mais aussi en étant presque honnête, je ne sais pas si le terme est très adapté, mais en tout cas en y croyant vraiment, l'idée que l'Occident instrumentalise justement ce que vous définissez vous-même, Éric Brunet, comme étant le camp du bien et celui du mal. On a un petit problème, je pense, Guillaume, c'est que quand même, oui, ce que tu dis est réel. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans ces pays-là qui estime qu'il y a un deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que quand les Occidentaux font des bêtises, 2003 Irak, 2011 Libye, et, par exemple, pour la France, ça passe crème et qu'on ne nous dit rien. Néanmoins,
il y a quand même et donc ça c'est injuste. Et effectivement, on comprend ce problème. Néanmoins, on voit bien qu'aujourd'hui dans l'affrontement, il y a un problème de valeur. Oui, c'est-à-dire que tous les pays que tu as cités sont tous des pays qui sont contre la démocratie et qui pensent que les États forts et autoritaires sont en fait la seule solution. Tu prends la Chine, la Turquie, la Russie, l'Afrique du Sud, l'Inde. Est-ce qu'on le garde ce petit texte là qu'on voit en bas là, cette petite formule, l'international des États voyous? Non, le mot État voyou est excessif. C'est quoi? C'est l'international des États anti-occident et antidémocratiques quoi. Oui, c'est l'international anti-occidental. C'est une internationale des États autoritaires et des dictatures. C'est une internationale des dictatures contre l'Occident. Voilà. Renaud, qui est là. Mais Didier, je suis d'accord, mais cela dit, lorsque vous parlez à beaucoup de peuples qui sont, si ce n'est anti-occidentaux en tout cas, qui ne comprennent pas notre logique, ils vont dire que les démocraties libérales sont les démocraties de l'argent, sont les démocraties du capitalisme, sont les démocraties des pays qui, depuis 1945 et même avant, ont colonisé, ont exploité et se sont développés sur le dos des pays pauvres. Quand vous avez, par exemple, ce qui s'est passé au Sri Lanka ces derniers jours, alors c'est le Covid et c'est pas l'Ukraine, mais vous avez aujourd'hui des tas de populations qui achètent ce discours anti-occidental, qui l'achètent parce qu'ils considèrent, et le problème c'est la durée de cette guerre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est la durée de cette guerre. Plus les mois passent, plus les crises alimentaires dans certains pays africains vont être fortes, et plus sur place, des forces politiques vont dire « Mais attendez, s'il y a une crise alimentaire, s'il y a une inflation de 120%, c'est parce que les Occidentaux continuent à mettre des sanctions sur la Russie pour une guerre qui n'est pas la vôtre. » Oui, mais alors attention aussi, parce que je suis d'accord avec toi sur une chose, c'est que je pense qu'effectivement, il y a cet aspect de division. Valeur de risque contre valeur des pauvres. Oui, mais tout ça est toujours un discours qu'on a ici. Et je ne nie pas tout l'aspect passé colonial, défendre nos intérêts, etc. Mais on oublie quand même assez facilement aussi les responsabilités locales. Voilà. C'est-à-dire tout ce qui est corruption, tribale, etc., qui sont aussi au Sri Lanka. Il y a quand même une guerre qui n'a pas grand-chose à voir en fait avec le reste. Et la même famille depuis des années. Depuis des années, c'est une guerre qui a duré quand même 40 ans, etc., etc. Donc ne pas toujours aussi penser que les peuples de ces pays-là n'ont pas leur propre logique, c'est comme l'islamisme. Les mecs, à un moment, font des choix. Ils ont décidé de faire des choix avec des choix idéologiques. Vous voyez quand même où nous emmène cette heure que nous passons tous les soirs ensemble sur l'Ukraine. C'est fascinant, parce que quand on dit que c'est une guerre mondiale, je ne sais pas ce que signifie cette formule, mondialisée, mais c'est hallucinant de voir se dessiner un nouvel ordre mondial autour de Poutine, l'Ukraine. Ça concerne tout le monde, tous les États, jusqu'à, je ne sais pas, aux antipodes, la Nouvelle-Zélande, doivent être à minima un peu concernés par cette redistribution des C'est ça qui est passionnant, parce qu'en fait, ça nous prouve aussi que le monde est interconnecté. Exactement. Et en fait, de plus en plus, parce que ça, nous le voyons avec Internet, avec les réseaux, etc. Tout le monde suit. Mais aussi les intérêts. Parce que, c'est ce qu'on répète, les sanctions, ça frappe celui qui est sanctionné, mais ça vous frappe en retour. Parce que, de toute façon, c'est comme ça. Après, vous avez dit, la Chine ne va pas soutenir la Russie, ou va soutenir la Russie. Mais est-ce que l'intérêt de la Chine est de soutenir vraiment la Russie? Ou est-ce que l'intérêt de la Chine, c'est de pousser Poutine à s'engager encore plus dans la guerre et puis de récupérer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, la Sibérie et l'Extrême-Orient? Ah oui. Alors, on parlait justement... Pierre Laurin, notre invité d'honneur ce soir, qui est là pour la première fois, Pierre Laurin. Non, ce que je peux dire sur ce vaste mouvement d'États autoritaires, bien que le Brésil et l'Afrique du Sud ne puissent pas entrer réellement dans cette dénomination, c'est qu'il y a un adversaire commun qui est le dollar. Le dollar, c'est l'instrument par lequel les États-Unis imposent leur règne au reste du monde, parce qu'à partir du moment où l'on négocie en dollars, on dépend de la loi américaine qui peut mettre des sanctions sur toutes les sociétés qui utilisent le dollar. Et en fonction de cela, eh bien, il se crée un mouvement qui vise à remplacer le dollar dans les rapports internationaux. Et les BRICS dont on parlait sont en train d'essayer de sortir
de la dollarisation de leur économie pour faire des échanges directement dans les monnaies des autres pays. Et ça, je crois que c'est l'un des éléments qui fait la cohésion de ces groupes. Alors, on va revenir un petit peu sur le terrain. On parlait de l'Iran qui fournit des armes, donc qui devrait fournir des centaines de drones à la Russie. Il y a aussi la question des effectifs. Et il se passe des choses avec le groupe Wagner, cette société militaire privée associée à Poutine, société un peu secrète, qui se sert directement, visiblement, dans les prisons russes. Oui. Contre une remise de peine. C'est visiblement le deal qui est conclu. On voit les images. Alors, ça, c'est des images volées. C'est des images volées. Mais alors, le télégramme. Alors, peut-être qu'on peut les décrypter ensemble, Sergueï, parce que c'est pas très clair non plus. C'est donc une prison russe. Il n'y a pas que l'image qui compte. Il y a le son, mais là, on n'entend pas. Parce qu'en fait, il y a le son, parce qu'il y a les recruteurs qui proposent justement. Vous engagez dans l'armée, on vous paye, et puis il y a la remise de peine, et on oublie votre passé criminel. Donc, avec Wagner, il se passe quelque chose de très important. Attendez. Donc, des recruteurs de l'armée privée. Wagner, qui est très présente en Ukraine, l'armée privée Wagner, qui est même plus présente qu'on ne l'imagine, vont dans les prisons russes. Il paraît qu'ils sont allés dans une prison à Saint-Pétersbourg, en particulier, une prison, entre autres, et ils disent à des repris de justice, si vous vous engagez, on vous donne 200 000 roubles, je crois, et on met une croix sur votre passé de prisonnier, vous êtes libre. C'est ça. En Russie, il y a 1 million de prisonniers. 1 million 1 million de prisonniers. Donc, vous voyez potentiellement l'ampleur de... Parce qu'on rappelle, pas de mobilisation générale en Russie. C'est ça, il y a pas... Donc, ils ont besoin d'hommes. Wagner est en train de changer. Déjà, il ne s'appelle plus Wagner, il s'appelle la Liga. Donc, ils sont en train de changer, tout en sachant que, actuellement, ils sont en train de découper 2 activités. Ils gardent l'activité qu'ils ont en Afrique et dans les conflits extérieurs. Et puis, en Ukraine, ils commencent à recruter, mais vraiment n'importe qui. Parce que Wagner, ils avaient des exigences de recrutement qui étaient extraordinaires. Vous deviez pas avoir de faiblesse de vue, conditions physiques. Vous ne deviez pas être endetté. Vous devez avoir le casier judiciaire vierge pour vous engager dans Wagner. Vous ne devez pas être national de l'Ukraine et de Géorgie. Et donc, il y avait tout un tas de conditions. Et ça, c'est terminé. Et en fait, ils ont éliminé. Et les gens maintenant, vous devez avoir pris au moins une peine de 20 ans de prison, il faut avoir pris 20 ans de prison, avoir assassiné père et mère, etc. Donc maintenant, les critères ont bien changé. Eric, vous rigolez, mais c'est exactement ce qui se passe. Ça veut dire qu'ils mettent les annonces. Vous avez été évincé de nos concours, oubliez-le. Vous avez eu la peine, oubliez-le. Venez. Et est-ce que beaucoup y réfléchissent? Est-ce qu'on sait si ça tente beaucoup de prisonniers? Vous avez 1 million de prisonniers. Au niveau militaire, demandez à Didier ce que ça vaut quelqu'un qui n'a pas la formation militaire, qui a juste les biceps et pas beaucoup de choses dans la tête. Charles Laurent. Oui, non, mais là, c'est une manière de réinsérer des prisonniers. Il faut voir les choses sous l'aspect positif. Non, mais pour dire, en fait, il y avait des statistiques qui étaient faites par une groupe en fait de médias indépendants russes. Par exemple, à Yablunev, je pense que c'est dans le prison dans le Saint-Pétersbourg, autour de Saint-Pétersbourg. Ils ont essayé de recruter, c'est-à-dire 200 personnes qui ont été, sollicitées de le faire, et 40 qui ont signé quand même au final le contrat. Après, il ne faut pas oublier que les 200 000, ils sont donnés que si tu retournes. Après, que si tu retournes en Russie. Si tu retournes en Russie, c'est-à-dire si tu survis, si tu ne meurs pas. Ne paye pas après, si tu meurs. Voilà, ils ne payent pas si tu meurs. Ils payent 5 millions de roubles à ta famille si voilà tu péris. Sauf que la manière dont ils mettent ces personnes sur le front, ça c'est très chelou. Parce qu'ils disent, ils sont, oui, mais parce qu'ils signent pas les papiers avant d'arriver, sur le coup. Ils disent voilà, vous pouvez signer plus tard. Vous serez escorté en tant que prisonnier vers la frontière. Et après, on va prendre le relais, on va vous faire signer les contrats. Sauf que c'est pas même sûr qu'ils vont avoir le contrat signé. Et l'histoire de tout ça, c'est de juste faire tous ces prisonniers mourir en Ukraine sans qu'il y a même une trace du fait qu'ils étaient là. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que il y avait dans le discours des Wagner qui sont venus, ils
disait, écoutez, les nazis ukrainiens, ils sont très malins, il faudra vraiment que vous alliez en avant-garde, en premier, pour que vous puissiez nous aider à les découvrir. Et c'est pour ça que 20% de personnes, seulement 20% de personnes retourneront, survivront. Après, ils ont dit, bon, pas peut-être 20%, mais 5%. Au final, la personne qui va signer ça, c'est une personne, soit elle comprend très bien ce qu'elle fait, soit elle va avoir d'autres idées. Parce que là, ils sont envoyés, c'est pour aller dans le Donbass. C'est pour aller dans le Donbass, parce que dans le Donbass, il manque d'effectifs, clairement. Et il manque d'effectifs, surtout d'infanterie. Ça, depuis des semaines, on le dit. En fait, ils ont beaucoup d'artillerie et ils avaient deux catégories en fait de chars à canon qu'ils utilisaient. C'est les volontaires qui étaient recrutés à Lugansk et à Donetsk. Mais ça, c'est encore plus bas que ce que Wagner recrute, parce que en fait, c'est les gens qui ne savent absolument pas se battre et qui sont mis en avant dans tous les points les plus difficiles. Et maintenant, Wagner, en fait, en Ukraine, il était toujours en troisième échelon, parce que c'était les plus aguerris, les plus quand il fallait faire les assauts des villes, ils arrivaient en troisième position, et là pour vraiment conquérir les villes. Maintenant, ils ont changé de tactique. Ils veulent garder les vrais, surtout les cadres de Wagner. Et là, ils recrutent la chair à canon. Il y a juste un autre point, je suis désolée de t'interrompre, c'est qu'il y a aussi une mobilisation cachée qui se passe par des pôles d'emploi. D'une manière très par des pôles emploi. La même chose. Il y a beaucoup depuis quelques temps, quelques mois, proposent des contrats russes. Oui, normal, Birja Truda, voilà. Sur les jobs, je sais pas quoi, ils font des postes, comme quoi ils recherchent des personnes, des militaires, avec un contrat militaire qu'ils proposent. Ils prennent des personnes vraiment de tout genre. Il y avait des témoignages qui étaient recueillis encore pour un média indépendant russe qui disait que la personne, par exemple, qui a signé le contrat, dans même pas un mois, il était mort après. Parce que c'est des personnes sans aucune expérience militaire. Normalement, ils prennent un peu de tout le monde. Effectivement, tu signes le contrat. Même sur la signature, c'est un peu compliqué comment ça se passe. Alors, c'est pas que ça, pas que par ça. On dit que, selon certaines estimations, plus de 2000 personnes étaient recrutées depuis, je pense, mars cette année-là. Voilà, c'est intéressant de voir. Après, on n'a pas des estimations concrètes combien de personnes sont mortes en Ukraine suite à ça, mais il y a des témoignages un peu éloignés. C'est remarquable, c'est de l'eugénisme super bien pensé par Poutine. Il se débarrasse de tout un pan de la population russe, il fait le génocide des voyous, de son propre des peuple. tolards, des violeurs, des assassins, qu'il envoie sans les former. Sans les former dans des unités d'avant-garde au Donbass, devant, se faire buter. C'est ça aussi qui a changé, parce qu'en fait, les Wagner ont une base de formation dans la région de Krasnodar, et maintenant, ils ne forment même plus. Ces gens-là qui sont envoyés, les prisonniers, ils ne sont pas formés. Parce que les Wagner, justement, ils forment par rapport à d'autres filières, par exemple, par rapport à la filière de Rosgvardia en Tchétchénie, ça, c'était la filière qui vous rassemblait, qui vous envoyait sans former. Les Wagner, au moins une semaine de formation avant de vous envoyer. Ce qui semble assez peu. Pierre-Laurent, Vladimir Poutine, il envoie tous ceux dont il ne veut plus sur le front. Bon, je pense qu'il faut éviter de caricaturer, parce que je crois que la division de Wagner, qui s'est transformée effectivement pour partie en Liga, c'est d'un côté, on continue de former des gens pour les opérations extérieures, il faut qu'ils soient bien formés. Contrairement à ce que l'on dit de Wagner en Afrique, qu'il ne soit pas blanc-bleu, c'est évident, mais ce ne sont pas non plus les soudards que l'on imagine. C'est quasiment tous les anciens du guerre. D'un autre côté, des actuels. Le recrutement pour le Donbass est différent. Là, il faut effectivement des qualités différentes. Il faut des gens qui puissent non pas combattre, c'est difficile de combattre au front, sur la ligne de front. Il faut être plutôt aguerri pour le faire. Mais en revanche, pour
le ravitaillement, pour apporter des munitions, etc. La maintenance est indispensable. Et là, on n'a pas besoin d'avoir des unités combatives et des soldats efficaces. L'Ukraine, en tout cas, on va peut-être retourner vraiment sur ce qui se passe dans ces villes, justement, qui sont directement menacées. Kramatorsk, Sloviansk, des villes dans la région de Donetsk, dans le Donbass, où là, on s'attend visiblement à une nouvelle offensive de l'armée russe. Justement, on va faire le point avec ce sujet de Kevin Eliès. Tellement touchant, ces personnes âgées en Ukraine, au cœur des combats, qui disent on fuit, on ne sait pas où aller, alors on va rester là sous les bombes. Et c'est ce qu'on vous explique depuis le début. Dans toutes les guerres, on a ça. Alors souvent vous avez vu ça, vous, autour de Grozny, à Grozny, quand vous étiez là-bas? À Alep, mais dans toutes les guerres, il y a toujours un volant d'une vingtaine de % de la population qui ne bouge pas. Souvent des personnes très âgées, mais on le voit. Comment voulez-vous qu'elle parte, cette personne? Elle a rien nulle part ailleurs. Elle a du mal à se déplacer. Elle vit. Alors si leurs enfants, à la limite, peuvent les récupérer, venir les chercher et les amener, ça va le faire. Mais sinon, ils vont pas recommencer une vie à leur âge ailleurs, sans argent, sans savoir où ils vont. Comme le disait cette dame, personne ne nous attend. Donc, en fait, c'est leur monde. Et donc, ils prennent la guerre comme on prend une catastrophe naturelle et en espérant qu'ils vont passer à travers les obus. Mais j'en ai vu dans toutes les guerres. Et c'est très touchant. On essaie de rester, parce qu'on peut pas faire grand-chose pour eux, à part rester 5 minutes avec eux, les écouter. Enfin, franchement, c'est un peu ça notre boulot aussi, qui est pas seulement d'informer, c'est aussi d'être capable de s'arrêter 10 minutes à côté de quelqu'un et de l'écouter, dire à quel point il est désemparé ou elle est désemparée. Parce qu'on rappelle ces habitants-là, ce vieux monsieur qu'on a vu, qui était à Kramatorsk, c'est une ville qui va connaître l'enfer. un événement. Ça va être apocalyptique. Mais vrai. Mais bien sûr, mais évidemment. Mais on va avoir... Alors, Kramatorsk, Slaviansk, c'est une espèce de grosse je vais jamais y arriver. Conurbation. Merci beaucoup. Enfin, c'est une grosse ville, quoi, mélangée. C'est à peu près, avant la guerre, les deux, elles étaient très proches. Ça fait à peu près 600 000 personnes. 600 000 avant la guerre. Ça forme plus qu'un... Ça forme qu'une espèce de grande masse, une grosse métropole, extrêmement défendue. C'est vraiment... c'est la ligne Maginot, là, pour le coup. C'était le quartier général de l'armée ukrainienne à partir de 2014. C'est un endroit qui est très 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 préparé. Ça va être une bataille dantesque. Ça va être terrible, comme on l'a toujours dit, comme on l'a vu. Enfin, ça va être à nouveau de l'artillerie. Donc, ils vont commencer à connaître ce qu'ont connu Mariupol, ce qu'ont connu Severodonetsk. Et l'étape d'après, c'est Vladimir Poutine qui, une fois qu'il a conquis des territoires, essaye d'imprimer sa marque. Et là, cette semaine, il a mis en place un décret pour faciliter l'obtention de la nationalité russe dans toute l'Ukraine. Avant, c'était seulement dans les territoires occupés, donc les régions de Zaporijjia, de Kherson, Donetsk et Lugansk. Il a modifié. Il a modifié le décret. Le décret, il n'est pas le nouveau. En fait, il a élargi maintenant à toute l'Ukraine. Exactement. Voilà. Et pas que les territoires occupés. Les citoyens de l'Ukraine disposent du droit de demander la citoyenneté de la Fédération de Russie. Ça veut dire qu'en gros, en fait, il propose à tous les Ukrainiens, de l'autre côté, si vous voulez avoir un passeport russe, mais sous-entendu la retraite russe pour les anciens, prenez votre passeport, n'importe où vous Pourquoi vous voulez dire que pour un Ukrainien, la retraite russe, c'est avantageux? Oui. Donc beaucoup d'Ukrainiens... les gens qui sont dans les villages, regardez cette dame qui vous dit on n'a pas d'argent. Et là, on vous donne le passeport et puis il y a un truc social. Vous parlez des personnes âgées nostalgiques du bonheur soviétique. Exactement. C'est ça. C'est Goodbye Lénine. Goodbye Lénine. C'est ça. Quel film. Voilà. Incroyable. Quel film. Cette grand-mère qui sort de l'hôpital, elle a perdu connaissance, elle était dans le coma, et ses petits-enfants n'osent pas lui dire que pendant qu'elle était dans le coma, le mur de Berlin est tombé, que la RDA est devenue devenue occidentale. Les boîtes de conserve de l'époque. Ils reconstituent le journal télévisé de la RDA pour pas que la grand-mère ait un choc. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens, Ludmila, qui veulent obtenir la citoyenneté russe? Moi, j'en sais rien. Et vous regardez les gens qui restent sur le territoire de Donbass et de Donbass en général. Il y a forcément des personnes qui veulent avoir la nationalité russe. Pour moi, franchement, je dirais, si vous voulez vivre en Russie, c'est comme depuis 2014, vous
Vous traversez la frontière et vous vivez en Russie. C'était jamais une question que les gens qui voulaient obtenir le passeport, pour ça, en France, il y a le cadre, il y a des règles. Vous devez habiter sur le territoire de ce pays pour tel ou tel réseau, pour tel nombre d'années, connaître la langue. Le problème dans ça, c'est que la Russie, elle continue de percevoir l'Ukraine en tant que son petite colonie dont il dispose complètement, il peut faire tout ce qu'il veut et je pense que Poutine, jusqu'à ce moment-là, il n'a pas compris que les Ukrainiens ne veulent pas de ce monde russe. La plupart des Ukrainiens ne veulent pas de ce monde russe et on n'a jamais voulu. Merci, mais voilà, c'est un peu ça. Après, s'il y a des gens qui veulent rester et revivre l'époque soviétique, parce que même avec les lapsus que vous faites, l'armée soviétique, oui, c'est l'Union soviétique qui est ressuscitée. J'ai dit l'armée soviétique pour dire l'armée russe. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de lapsus. Est-ce que c'est un lapsus? Non. Je pense que c'est très freudienne et je pense que c'est très, c'est la vérité. Et au final, il y a des gens qui veulent ça. Après, franchement, moi, ma génération, on veut pas de ça. Merci, on veut pas de ça. On n'a jamais vécu l'Union soviétique. Moi, je suis née dans une Ukraine libre et je veux voir mon Ukraine libre. Et vous êtes candidat à l'Union européenne maintenant. Et vous êtes candidat à l'Union européenne. Pierre Laurent, il y a un aspect générationnel là-dedans? Oui, bien sûr, il y a un aspect générationnel. Il y a également un aspect territorial. Il ne faut pas perdre de vue qu'à l'époque soviétique, chacun avait sa nationalité, quel que soit l'endroit où il habitait. C'est-à-dire qu'il y avait des Ukrainiens en Russie ou au Kazakhstan qui étaient ukrainiens. Il y avait des Russes en Ukraine, comme il y avait également des Khazars ou peu importe. Oui, mais les habitants des 15 républiques socialistes soviétiques, géorgiens, arméniens ou ukrainiens, ils avaient un passeport, tous le même, d'Union soviétique. Passeport soviétique, citoyen soviétique, mais le 5e paragraphe, c'était nationalité. Et là, chacun avait sa nationalité. Et en Ukraine, il y avait notamment beaucoup de Russes. Il y avait 17% de Russes au moment de l'éclatement de l'Union soviétique. C'est d'ailleurs pour ça que quand on se promène dans les anciennes, dans les républiques asiatiques, je parle Kazakhstan, etc., on voit encore beaucoup de blonds aux yeux bleus, qui sont ces Russes qui sont arrivés. Ils habitent là depuis des générations. De même, il y avait, dans le Donbass en particulier, des Russes qui habitaient depuis des générations. Et même avant le partage de la Pologne. Donc, c'est un problème. Et ce problème se posait également, et s'est posé jusqu'à présent, pour les citoyens qui n'étaient pas russes, mais qui étaient hongrois, et qui habitaient la nationalité hongroise, qui habitaient en Ukraine, ou les Polonais. Et les gouvernements hongrois et polonais distribuent également des passeports, mais en nombre beaucoup plus limité. Par ailleurs, les territoires, enfin les passeports ne sont donnés évidemment que dans les territoires aujourd'hui occupés par l'armée russe. Ce qui fait que le décret en question qui parlait de Donetsk et de Lugansk n'est plus d'actualité parce qu'il y a d'autres territoires qui sont occupés. Dans une donne internationale où il est très difficile, Didier François, j'allais vous appeler Claude François, il est très difficile, Didier François, d'acquérir des nationalités, on ne parle que de cela. Finalement, la chose la plus simple pour aujourd'hui, c'est d'acquérir la nationalité russe, quand on est ukrainien, ça se fait en deux coups de cuillère à peau. Oui, alors ça presse pas au portillon, visiblement. Parce que ça se presse pas au portillon, non. Mais parce que les dernières fois qu'ils ont essayé de le faire à Kherson, il n'y avait pas foule. Ils ont réussi à en distribuer 23 des passeports. C'est vrai. Il n'y a que 23 Ukrainiens de Kherson. Pourtant, après, attention. C'était pas 23 Ukrainiens, c'était 23 Russes qui habitaient à Kherson. Exactement. En plus, qui plus est. Donc l'affaire est compliquée. Plus, rappelons quand même aussi, mais Pierre Laurent le sait, tous les déplacements de population forcés après-guerre faits par Staline. Les Allemands de la Volga, les Tchétchènes envoyés au Kazakhstan, les Ingouches en Ouzbékistan. Donc ça a été, c'était un Rubik's Cube absolument incroyable du génial camarade Staline qui a quand même décidé des centaines de milliers de personnes ont été déplacées et à cause de leur fameuse nationalité. Donc c'est pour ça qu'aussi derrière, les gens aujourd'hui quand on leur propose des nationalités, ils regardent ça de près, ils regardent ça de près parce que c'est pas voilà. C'est-à-dire qu'il y avait un souci chez Staline de rassembler
les peuples dans leur république. Ou de punir. Non, il y en a, les Tchétchènes, ils ont été envoyés en Sibérie, au Kazakhstan. Mélanger pour pouvoir créer des instabilités. Pour les affaiblir. C'est quoi cette histoire de république juive? Le Birobidzjan. Donc Staline c'est une région qui est autonome, donc que Staline a créée, qui était qui est entre, qui est sur la ligne du chemin de fer en allant vers Khabarovsk, en milieu de la Russie. C'est en Sibérie, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. Il a fichu les Juifs en Sibérie. Dans une zone totalement marécageuse et qui devait être le pendant d'Israël. L'Israël soviétique. L'Israël soviétique. Redites-moi le nom de l'Israël soviétique. Birobidzjan. Le Birobidzjan. Il faut préciser concernant le Birobidzjan que ça a été établi avant la guerre et que c'était la politique des nationalités de Lénine qui exigeait de chaque peuple que chaque peuple ait un territoire national. Or, les Juifs soviétiques qui étaient considérés comme un peuple n'avaient pas de territoire national. Donc il a fallu en créer un. Et ce que l'on a trouvé, c'était la période où l'on essayait de peupler la Sibérie. Ça a été de les envoyer le long du fleuve Amour, dans le Birobidzjan. Voilà. Et donc, c'est un coin à moustiques formidable. Guillaume Roquette. Oui. Il y a des moustiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit avec cette distribution de passeports. On voit bien l'objectif des Russes qui consiste à... Ramenez-nous à l'actualité. Voilà, je ramène à l'actualité immédiate, parce que je n'ai pas cette culture historique qui me permet d'ouvrir le débat précédent. Ne faites pas le modeste. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Russes y jouent sur les deux tableaux. Parce que vous avez vu que le même jour où ils distribuent des passeports russes à des Ukrainiens, ils ouvrent une ambassade de la République autoproclamée de Donetsk en Russie. À Moscou. Voilà. Alors évidemment, l'objectif à chaque fois, c'est le même, c'est de se séparer des Ukrainiens, ou bien en essayant de donner la nationalité russe à les Ukrainiens, ou bien en séparant les républiques du pays. Mais on a le sentiment que peut-être il y a une stratégie différente de celle de la Crimée, où là, à la suite d'un référendum qui, disent les Russes, a été une sorte de plébiscite. Là, pour le coup, il y a eu un rattachement pur et simple. Alors que dans le Donbass et dans cette république de Donetsk, alors qui ne contrôle pas complètement, contrairement à Lugansk qui contrôle à 100%, Donetsk, ils en ont encore que la moitié, d'où d'ailleurs malheureusement les offensives qui se préparent, dont on a parlé à l'instant. Les offensives qui se préparent, mais les Ukrainiens qui se préparent aussi à contre-attaquer par endroits. Et dans une interview au Times, le ministre ukrainien de la Défense le dit, l'Ukraine est en train de mettre sur pied une armée d'1 million d'hommes armés des armes occidentales pour reprendre donc les territoires du Sud. Voilà, nous avons environ 700 000 hommes dans les forces armées. Quand vous ajoutez la garde nationale, la police, les gardes frontières, nous sommes environ 1 million. Message de Volodymyr Zelensky ce soir. Il continue à s'exprimer très régulièrement, le président ukrainien. Il le dit, les Russes ont peur de nous en fait. Ils ont senti que les opérations de nos agents de renseignement pour protéger leur patrie sont des ordres de grandeur plus forts que n'importe laquelle de leurs opérations spéciales. Les soldats russes, et nous le savons grâce aux interceptions de leurs conversations, ont franchement peur de nos forces armées. Donc, il est possible, techniquement, que l'Ukraine bénéficie d'une véritable armée, pas d'un agrégat comme c'est aujourd'hui de plusieurs... on parle des gardes frontières, etc. Non, d'une véritable armée cohérente d'1 million d'hommes, Sergueï. En principe, oui. Après, techniquement, il faudra regarder. Ouais. Mais ça nous montre, ça nous rappelle la différence entre la Russie et l'Ukraine. Ouais. L'Ukraine est en guerre et se considère en guerre. Donc en Ukraine, il y a déjà de la mobilisation générale des hommes de 18 à 60 ans depuis le premier jour de la première semaine de la guerre. Et donc, à la limite, Zelensky a répondu avec 5 mois de retard par rapport à ce que on s'attendait. Moi, je me posais toujours la question, mais où elle est cette armée? Parce que l'Ukraine, c'est 45 millions d'habitants. Donc sur 45 millions d'habitants, on peut mobiliser même plus que ça. On peut mobiliser jusqu'à 5 millions. Et après, c'est de les former et, comme vous dites, de faire quelque chose dans une entité qui est opérationnelle. Je fais plus confiance à Didier François sur les questions militaires qu'à vous, Sergueï. N'en prenez pas ombrage. Même question. Je suis très offensé. Même question, Didier. On peut faire une armée d'1 million en Ukraine, d'1 million de soldats? La question, c'est pas 1 million. La question, c'est quelles armes, quel type d'unité avec les armes nécessaires pour pouvoir faire une contre-offensive. Donc la question qui se pose, elle est la suivante. C'est un vrai choix stratégique compliqué. On n'a pas toute la vision dessus, parce que les Ukrainiens, d'ailleurs, le cachent et à juste titre. Parce qu'il faut qu'ils détournent pour cela, il faut qu'ils affectent une partie des armes qu'on leur donne. Non pas pour défendre le Donbass, donc il faut qu'ils mettent à risque
la ville de Slaviansk et de Kramatorsk. Parce qu'elles n'auront pas assez, justement, de ces armes lourdes pour les défendre. Et qu'elles concentrent des armes bien techniques, c'est-à-dire des canons à longue portée, des chars accompagnés d'infanterie motorisée ou pour pouvoir faire une percée, et de défense antiaérienne et d'avions si jamais ils percent à Kherson. Donc il faut grosso modo qu'ils soient capables de faire une petite force de manœuvre de quelques brigades qui soient capables de percer le front russe. Et ils veulent le percer dans la ville de Kherson. Ils ont depuis plus d'un mois, maintenant, enfin, c'est de notoriété publique, on ne rentre pas dans des détails de sécurité opérationnelle pour les Ukrainiens, eux-mêmes d'ailleurs en parlent désormais. Ils ont testé depuis maintenant presque 2 mois l'ensemble du dispositif russe. Depuis ce matin, ce que vous voyez aussi, enfin là, c'est pas les images qu'on voit là, mais les Russes sont en train de renforcer Kherson. Donc c'est pour ça que d'ailleurs je pense que ça prendra plus de temps qu'on ne le croyait sur Kramatorsk et sur Slaviansk, parce qu'ils se sont rendus compte que les Ukrainiens avaient finalement regroupé une petite force de manœuvre qui commençait à risquer de les mettre à mal. Pour contre-attaquer à Kherson, d'ailleurs les autorités ukrainiennes préviennent la population, quittez la ville, exactement. On va attaquer. Et juste pour dire qu'en plus de ces efforts-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment visé avec des HIMARS les dépôts d'armes et par exemple et aussi les postes de commandement. À Kherson, par exemple, dans la région, on a détruit aujourd'hui déjà 2 postes de commandement. Il y a Novakakhovka aussi, c'est dans la région de Kherson qui a un large dépôt d'armes qui a juste détonné toute la journée et ça continue de détonner. C'est pour dire que ça fait déjà depuis un petit moment qu'on fait cette offensive, disons, pour contrecarrer cette capacité d'artillerie et d'offensive de défense, dans ce cas-là pour les Russes, dans la région du sud, mais aussi dans le Donetsk, dans la région de Donetsk, il y a plus de 25 dépôts d'armes et de munitions qui sont brûlés. Oui. Voilà. Une armée d'1 million d'hommes, en tout cas, qui serait en train d'être mise en place. Mais pour ça, il faut aussi des armes qui continuent à être livrées, même si les Ukrainiens continuent de leur côté à en demander.